cet après-midi avec Noël Laurens du groupe ICV, voilà, qui a la charge de clôturer les interventions de la journée. Donc Noël Laurens, qui est œnologue consultant du groupe ICV, qui suit notamment la cave Héraclès en tant qu'œnologue. Donc vous avez aussi pour mission au sein du groupe scientifique de l'ICV de la définition et du suivi des programmes d'expérimentation œnologique. Donc les cuvées de vin sans soufre, donc on en a déjà parlé ce matin, se développent de plus en plus, témoin de cette tendance. La cave Héraclès, si je ne me trompe pas, qui a bien entre 25% de son vin produit sans soufre. Et donc vous allez d'abord revenir un peu sur ces terminologies, savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de vin sans soufre, puis nous donner quelques éléments pour maîtriser ces techniques sans mettre en péril les cuvées. On va essayer. Bonjour, courage, donc c'est la dernière intervention, après on vous libère. Le mot du président pour conclure, bien sûr, mais après on vous libère. Les vignerons bio sont des super-héros d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je pense que tous les intervenants précédents l'ont montré. Mais les vignerons bio qui veulent faire du vin sans soufre sont plus que des super-héros. C'est un peu les 4 fantastiques réunis, parce qu'il faut se passer, faut appliquer les conditions bio, mais en plus se passer d'un élément œnologique important qui est le SO2. Il y a quelques années, ils étaient vus un peu comme des sortes de luberlus au mieux, sinon des fous, de pouvoir se passer de SO2. Aujourd'hui, l'idée a fait son chemin. Le marché du vin sans soufre devient un véritable enjeu. Les utilisations, les intervenants précédents, comme M. Caz, l'ont bien souligné. Alors, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est une évolution profonde de la société? Je vais passer très vite sur ces sujets-là, on en a parlé précédemment. Est-ce que c'est un enjeu commercial ou une philosophie vigneronne sur le long terme? Est-ce que c'est vraiment une question de santé? Je pose la question. Ou est-ce que c'est un simple besoin, entre guillemets, de nature? Diapo suivante, merci. Il y a aussi une question de sémantique un peu derrière tout ça, à savoir de quoi parle-t-on de vin sans soufre? Est-ce que c'est forcément un vin bio? Est-ce que c'est un vin sans soufre ajouté? On va y venir plus en détail tout à l'heure. Quid des vins naturels, des vins sains, c'est-à-dire sans additifs ni intrants, ni SO2. En fait, diapo suivante, le véritable enjeu final, quand même, c'est de considérer quand même le vin comme ce n'est pas un aliment comme les autres, et que autour d'un verre de vin, il y a quand même de la convivialité, du plaisir hédonique, et il n'y a pas seulement qu'une question d'alimentation. Donc, pour moi, la mention de salicylsulfite ne pourra pas être longtemps le seul argument d'un vin. Il faudra dépasser ce cadre-là et aller vers des vins qui, organoleptiquement et qualitativement, répondront aux exigences des consommateurs. Alors, comment bien se passer du SO2? C'est une question importante, et bien définir ce que l'on va demander aux techniciens par rapport à ça. Alors, pour moi, il y a un objectif analytique évident. Se passer un vin sans soufre, ce n'est pas forcément un vin sans soufre ajouté, entre guillemets, à savoir il faut forcément se situer sous les 10 mg par litre de SO2 total, notamment pour supprimer la mention contient des sulfites de l'étiquette ou de la contre-étiquette. Donc là, il y a un objectif de résultat et pas forcément de moyens. Le deuxième point important, c'est la maîtrise technique et œnologique qui me semble obligatoire. Il ne faut pas oublier que ce vin va être consommé à nouveau pour prendre du plaisir, pour partager des moments autour d'un verre. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des excuses, entre guillemets, et donc d'avoir des excuses qualitatives en disant du moment que c'est un vin sans soufre, on peut se permettre d'avoir du gaz, d'avoir des évolutions négatives ou autres. Voilà. Donc, une réussite organoleptique sans concession. Je vais venir sur trois éléments principaux en termes de gestion du SO2, du sans soufre dans la vinification. Et le premier élément, c'est le choix, la levure elle-même, avec son choix. Vous avez ici, je reprends des travaux de Bruno Blondin et Jessica Noble, donc Montpellier Supagro et l'Allemand. Sur un screening, vous avez vu des graphiques similaires tout à l'heure avec Anthony Silvano, mais là, c'est basé sur la production de SO2 de certaines souches de levure. Donc vous avez 48 souches de levure qui ont été analysées sur mousse synthétique avec des productions de SO2 au cours de la fermentation. On s'aperçoit que vous avez, entre guillemets,
les bons élèves de la classe sur votre gauche. Par contre, on peut aller sur des niveaux de SO2 sans avoir rajouté, bien sûr, de SO2 dans le mot de départ, hein, c'est évident, où on atteint des niveaux de SO2 total finaux relativement importants, voire très élevés, plus de 80-90 mg de SO2 total, simplement par le simple fait de la fermentation et de l'action de la levure. On s'aperçoit aussi sur le diagramme de droite que les conditions dans lesquelles on va faire travailler ces levures peuvent produire plus ou moins de SO2. Vous avez à chaque fois 4 levures différentes avec 2 températures de fermentation différentes et on s'aperçoit que, suivant les conditions, la levure peut produire plus ou moins de SO2 à ce moment-là. Alors, je vous fais grâce de ce diagramme juste pour vous dire qu'à travers les travaux de dernières années, et notamment auxquels nous avons participé avec Supagro, l'INRA et l'Allemand, nous avons, enfin, ces gens-là, Jessica Noble notamment, a identifié les causes génétiques et biochimiques de production de SO2 par la levure. Aujourd'hui, ça, c'est parfaitement connu. Et du coup, on a des éléments qui nous permettent d'anticiper les capacités d'une levure œnologique dans sa future production de SO2. Diapo suivante. Donc, il est important, je pense, de ne pas négliger l'impact de la levure dans sa production de vin sans soufre. Pourquoi? Parce que même les levures indigènes peuvent produire du SO2 et ne sont pas une garantie en soi de produire des vins sans SO2. Choisir une souche de levure adaptée va de soi, bien sûr, pour éviter d'avoir des niveaux naturels, entre guillemets, de SO2, même si je n'aime pas trop ce terme, fin de fermentation alcoolique trop élevée. Et après, l'utiliser dans les meilleures conditions pour que, malgré tout, elle ne produise peu ou pas de SO2. On a parlé de la levure, de la température de fermentation, pardon, mais il y a également les facteurs nutritifs, les facteurs d'apport d'oxygène qui peuvent aussi influencer ce niveau de SO2. L'objectif, diapo suivante, l'objectif, c'est bien sûr, en fin de fermentation, de ne pas avoir de SO2 malgré soi. Et donc, aujourd'hui, je fais une petite coupure pub temporaire très rapide. Une des levures qui en produit le moins, c'est la souche OK de l'ICV, qui a été développée en partenariat avec l'Allemand et l'INRA et Supagro Montpellier, qu'on utilise énormément sur la cave d'Héraclès, mais sur d'autres caves aussi, et qui a une forte capacité à produire très très peu de SO2 et très très peu d'éthanol. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Parlons maintenant de bioprotection au sens premier du terme, même si le terme, on va le redéfinir parce que ce n'est pas si simple que ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition officielle de bioprotection au niveau de la cave. Je ne sais pas s'il y en a plus au niveau du vignoble, mais au niveau de la cave, il n'y a pas de définition officielle. Donc, en discutant avec les confrères, on s'aperçoit que ça fait plutôt référence à un ensemble d'interactions compétitives entre micro-organismes. C'est peut-être la définition générale. Avec comme objectif, soit d'empêcher ou de réduire le développement de micro-organismes non désirés, mais ça peut être aussi pour but d'empêcher ou de réduire l'impact des micro-organismes non désirés. On peut accepter un certain nombre de micro-organismes dans la mesure où ils ne se développent pas spécifiquement, ou ils ne vont pas produire, par exemple, des brettes qui ne vont pas produire d'éthylphénol. On n'est pas forcément en œnologie contre les brettes, on est contre les éthylphénols qu'elles produisent. Enfin, dans l'imagerie, je dirais, globale de la bioprotection, il y a l'espoir, je dirais, de remplacer aussi le rôle antioxydant du SO2. J'y viendrai en conclusion. On n'est pas encore rendu sur ce point-là, mais on y travaille. Alors, deux niveaux deux expériences, 2 retours d'expérience que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le premier qui a été conduit, alors ici même sur la cave d'Héraclès, mais qui était à l'époque l'ancienne cave au centre de la commune de Vergès, avec l'objectif était de voir comment on pouvait réaliser en 2016 des vins sans soufre rapidement dans des conditions industrielles, donc des gros volumes, et on a mis en place ce schéma d'expérience-là. Je m'arrête 2 petites secondes là-dessus. Vous avez 4 protocoles, donc c'est les 4 colonnes en fait que vous voyez. Sur votre gauche, vous avez ce qu'on appellera le protocole témoin, à savoir récolte des raisins classiquement, en cuvage arrivé à la cave, en cuvage levurage traditionnel avec la OK, la levure ICV OK
à 20 grammes par quintal, réhydraté, très classique. Sans sulfite, bien sûr, tout ça. Le deuxième modalité a été l'utilisation de Saccharomyces, donc toujours la même levure, la hockey, qu'on a utilisée cette fois à 30 grammes par quintal, mais qu'on ne l'a pas réhydraté. C'est-à-dire qu'on a simplement ouvert les sachets et les vignerons qui étaient volontaires pour l'expérimentation ont réparti ces levures sur les bennes à vendange en cours de remplissage. Voilà. On a réceptionné ces raisins à la cave. Ils ont été réception, foulage et crapage très classique. Et ils ont été en cuvée. On s'est arrêté là. Troisième modalité, on a utilisé une autre levure qui est une non-Saccharomyces, qui est une Torula spora, à 25 grammes par quintal, qu'on n'a pas réhydraté. Alors pourquoi on n'a pas réhydraté tout ça? Parce que déjà, on estime, nous, qu'au niveau du chantier de récolte, transporter des bidons à 30 et 35 degrés dans de bonnes conditions sans qu'ils explosent dans les cabines des tracteurs, c'est un peu dangereux. Donc on a préféré travailler sur des choses faisables, réalisables à grande échelle. Donc on a utilisé dans ce troisième cas une torula de tandem non réhydratée. On a fait réception, foulage et raflage. Et une fois la cuve pleine, on a relevuré avec la levure hockey, très classiquement comme ça se fait en cave en réhydratant. Dernière modalité, c'était histoire de balayer un peu tout le champ des possibles. On a utilisé des bactéries ML Prime, j'y reviendrai aussi plus tard, que l'on a là aussi pas réhydraté, mais là il n'y a pas de phase de réhydratation en cave. Forcément un problème en soi. Et on a levuré une fois les raisins arrivés en cave. Alors chaque fois, ça a porté sur 2 cuves de 30 tonnes sur chaque modalité, donc on a fait quand même sur des tonnages conséquents, et on a fait doubler Merlot et Cabernet. Pourquoi? Parce que Merlot récolte plutôt précoce sur la cave, début de vendange, et Cabernet plutôt récolte tardive, avec historiquement des problèmes récurrents de Brettanomyces qui se développaient, y compris avec des vins sulfités. Alors, dernier point, pardon, juste, excusez-moi. Dernier point, on a utilisé la bactérie ML Prime systématiquement sur tous les essais, 24-48 heures après levurage, pour réaliser la malo très rapidement. C'est une pratique aussi que l'on met en place pour ces vins-là. Voilà, merci. Diapo suivante. Alors, on a fait un suivi microbiologique régulier de ces cuves, et le premier point a été fait au moment de l'encuvage, c'est-à-dire une fois la cuve pleine, c'est-à-dire 5-6 heures globalement après la récolte. Vous avez donc les 4 modalités, le témoin sans SO2, la levure hockey non réhydratée à la vigne, la torula, donc la non-Saccharomyces non réhydratée à la vigne, et la dernière modalité qui est la bactérie. Alors on s'aperçoit déjà que quand on n'a pas mis de levure et pas mis de SO2, donc les 2 modalités extrêmes, on se rend compte qu'il y a une population de Saccharomyces, les traits rayés, qui est présente dans les vins, dans les mous, rien de très surprenant là-dedans. Vous avez également une fraction en bleu ou gris-bleu de non-Saccharomyces présente. L'élément le plus important, donc, c'est la deuxième modalité, où on a mis la hockey non réhydratée dès le vignoble, et on s'aperçoit que quelques heures après, 5-6 heures après, le temps de remplir la cuve, d'acheminer les raisins, etc., cette levure-là s'est déjà implantée dans la cuve et s'est développée à des niveaux déjà conséquents. Résultat, on ne distingue plus de levure indigène. On a, entre guillemets, éradiqué, ou du moins maîtrisé la population, même s'il reste encore une fraction de levure non Saccharomyces marginale dans le milieu. Enfin, la troisième modalité avec la torula, on s'aperçoit que la torula a été bien mise, donc ça a été un moyen pour nous de vérifier quand même que les vignerons n'avaient pas oublié d'ajouter la levure. Cependant, c'est le trait bleu marine en fond, par contre on s'aperçoit qu'elle n'a pas eu forcément d'impact sur les non-Saccharomyces présentes dans le milieu. Juste une interrogation ne l'explique pas forcément. Il n'y a pas sur la modalité torula de levure Saccharomyces indigène. Point d'interrogation, on n'explique pas le pourquoi. Si on fait le même point à mi-FA, diapo suivante, on s'aperçoit, comme on a levuré, de toute façon, les modalités qui n'avaient pas été levurées en Saccharomyces ont été levurées, et que la hockey est quand même une levure relativement robuste, elle s'est implantée de partout.
La modalité classique de vin sans sulfite levuré à la cave est la première à gauche. Les choses se déroulent normalement. Vous avez une fraction de levure indigène qui persiste encore un petit peu. On est autour de 1040-1050 de densité. La deuxième modalité, on s'aperçoit que toujours pas de levure indigène. On a vraiment occupé le milieu. La modalité Torula, la Torula, vous voyez un tout petit trait, il faut le deviner, juste en hauteur, où il reste un soupçon de Torula. Par contre, la hockey a pris le dessus. Et on s'aperçoit que la modalité avec ML Prime, donc la bactérie et le levurage derrière, on a eu un peu plus de mal à éradiquer totalement les Saccharomyces indigènes. Ce qu'il faut peut-être en conclure de ça, de ce dernier point, c'est que peut-être la bioprotection, c'est pas forcément de mettre quelque chose simplement, c'est de le mettre au bon moment et dans le bon ordre de fonctionnement. On voit que la différence entre le premier et le dernier, c'est simplement qu'on a inversé l'ordre d'apport, entre guillemets, de la bactérie de la levure, et à mi-fermentation, on se retrouve avec des résultats différents. Ça, c'est, je pense, un point important dans la bioprotection. Diapo suivante. Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait une pression sur l'ancienne cave, il y avait une pression Brett importante. Sur la nouvelle, pour l'instant, on n'a pas de souci. On a la chance d'avoir un outil performant au niveau notamment hygiène. On s'aperçoit que notamment sur l'impact que cela a pu avoir au niveau des Brettanomyces, alors sur les merlots en 2016, quelles que soient les modalités, on a eu absence de Brettanomyces en sortie à l'écoulage des cuves, fin de fermentation. Par contre, sur les Cabernet Sauvignon, on a eu quelques petites variations. Alors, on ne peut pas non plus généraliser cette conclusion, puisque ça s'est fait sur une année, sur une qualité de vendange, mais chose plutôt intéressante, c'est que la modalité avec la hockey non réhydratée qu'on a apportée au vignoble, on n'a pas de Brettanomyces. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est une remarque de cette étude. Diapo suivante. Le deuxième point sur lequel je voulais aborder en termes de bioprotection, c'est quelque chose qui est un peu plus original, parce que c'est pas forcément, ça n'a pas été forcément construit dans le sens d'une bioprotection, c'est l'utilisation de ML Prime. Alors d'abord, qui est ML Prime? C'est une bactérie Lactobacille plantarum, qui n'est pas une Nococcus classique, hein, on n'est pas sur ce type de bactérie, c'est une autre famille, qui a la particularité de faire une fermentation malolactique très rapide, entre 2 et 6 jours, grand maximum, en tout début de FA, c'est-à-dire qu'avant même que les sucres soient dégradés, la bactérie peut déjà faire son travail. Et le gros point d'intérêt de cette bactérie, c'est c'est une souche hétérofermentaire facultative. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme, peu importe, c'est qu'elle est incapable de dégrader le sucre pour faire de l'acide acétique, c'est-à-dire pour faire de la volatile. Quand on est vinificateur, c'est un peu important. Donc, ça permet d'avoir une souche de bactéries qui est utilisable sur des vins, sur des milieux sucrés, sans danger. Alors, nous l'avons utilisé sur une problématique assez particulière, à savoir sur des cabernets rouges de très grosse maturité, au-delà de 15, 15,5, en vinification traditionnelle. Sur ce site-là, nous avions des problèmes récurrents de réalisation très rapide de la fermentation malolactique dans le dernier quart de la fermentation alcoolique. On avait un arrêt de fermentation ou un ralentissement de la fermentation alcoolique et une montée systématique de la volatile pendant la phase de FML et juste après. Donc on se retrouvait souvent avec des niveaux de volatile fin FA, fin FML, plus des sucres résiduels. Enfin, il y avait beaucoup de problématiques par rapport à ça. Nous avons travaillé avec la cave pendant plusieurs années à modifier les itinéraires techniques, en changeant la levure, en changeant la nutrition azotée, en utilisant GoFerm Protect ou d'autres produits, etc. Et en 2016, donc, quand ML Prime était disponible, on s'est dit que peut-être une des solutions était de l'utiliser et de faire un peu, entre guillemets, le ménage sur la question malolactique avant même que le problème arrive. Donc, on a inoculé ML Prime 24 heures après l'encuvage. Donc, encuvage levurage, et 24 heures après, on met en place l'apport de ML Prime. Et là, la réalisation depuis 2016, c'est une constante très intéressante, c'est que dans les 3 jours, globalement, la fermentation malolactique est terminée, alors même que la fermentation alcoolique est loin d'être terminée. Voilà.
Globalement, depuis 2016, donc, on a un déroulement beaucoup plus complet et beaucoup plus régulier de la fermentation alcoolique, et on a cette absence de montée de volatile que l'on avait pendant la phase un peu perturbée de FA-FML conjugué. Au final, on a une stabilisation microbiologique et sanitaire beaucoup plus précoce, et je dirais que le directeur de la cave dort un peu mieux sur ses deux oreilles quand les cabernets sont en fermentation. Diapo suivante, pardon. Alors, demain, la bioprotection demain, je pense qu'aujourd'hui, elle va concerner surtout les blancs et rosés. À savoir qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur les blancs et rosés. C'est une problématique un peu différente. À savoir qu'on a besoin de protéger les mous pendant les phases d'opération préfermentaire, pendant la phase d'extraction. Mais les protéger contre quoi? Les protéger contre des micro-organismes indésirables, pourquoi pas, mais aussi les protéger contre les effets négatifs de l'oxydation. Et là, aujourd'hui, ça fait partie des choses sur lesquelles on aimerait avoir des solutions, mais on est encore un peu démunis. Alors peut-être que, je cherche Valérie, pardon, l'évolution du règlement bio va nous permettre de pouvoir utiliser des extraits de levure ou des LSI pour apporter des produits qui vont essayer peut-être de consommer un petit peu l'oxygène ou d'empêcher, avoir des rôles un peu antioxydants dans ces phases-là. Voilà, donc ça fait partie des pistes qui vont être ouvertes avec le changement de règlement bio de novembre dernier. Après, il y a une problématique sur ces vins blancs rosés qui est la problématique de l'éthanol, de l'élevage et de la conservation qui est bien plus sensible que sur les rouges et qui pose vraiment de sérieux problèmes de stabilité dans le temps. À ce jour, il y a divers essais qui sont plus ou moins concluants sur des levures entre guillemets non fermentaires qui auraient des rôles de consommation d'oxygène, je mets beaucoup de guillemets autour de ça. Voilà, c'est des pistes qui sont ouvertes et ce sont encore des chantiers en cours. Et dernier point sur la bioprotection, elle va aussi certainement concerner l'élevage demain avec l'ajout de micro-organismes protecteurs, lesquels, c'est encore dans le domaine peut-être du fantasme encore, et les alternatives potentielles aussi, comme le chitosane pour lutter contre les brettes par exemple, ou des LSI spécifiques à nouveau pour éviter les oxydations pendant les phases d'élevage, que ce soit blanc, rosé ou rouge. Et enfin, dernier point, le goût de souris bien connu des vinificateurs sans soufre, pas que, mais c'est pas mal. Et donc aujourd'hui qui est loin d'être appréhendé. On commence à comprendre certains mécanismes de ce phénomène-là, de l'apparition de ce phénomène, mais on n'est pas encore dans une phase de solution trouvée. En conclusion, alors, que je n'oublie rien, je pense que la réalisation de vins sans SO2 ne doit pas être un reniement de l'œnologie et que, entre guillemets, c'est pas parce qu'on fait des vins sans SO2 qu'on doit s'interdire, pour moi, systématiquement de ne rien utiliser. On peut avoir accès à des technologies, à de l'œnologie préventive pour compenser un peu les absences du SO2. Et donc aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de le faire. Et aujourd'hui, donc, tous les bienfaits du SO2 ne sont pas encore, entre guillemets, on n'a pas encore toutes les solutions à l'absence de SO2, mais je pense que dans les années à venir, on va avoir pas mal de pistes à explorer. Merci beaucoup. Merci Noël. Alors, je repose la question à la salle. En avez-vous à poser à Noël sur ces questions de méthode pour réaliser des cuvées sans soufre, notamment via la bioprotection ou via d'autres leviers, hein. Oui. Juste peut-être quelques petits mots sur justement les autres leviers qui existent et qui sont vraiment primordiaux à ne pas oublier pour la réalisation de vins sans SO2. Et après, on conclura. D'accord. Alors, d'autres leviers, mais qui ne sont pas qui sont pas liés à la bioprotection, telle qu'on peut la définir, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça va être notamment la gestion de l'apport d'oxygène ou du non-apport d'oxygène, notamment sur les blancs rosés. Et la protection de ces mous, de ces vins, va être aussi à l'utilisation de gaz, l'utilisation de l'inertage, etc., etc. Ça fait partie des leviers, je dirais, plus classiques de l'œnologie, mais qui sont encore plus prégnants avec les vins sans soufre. C'est surtout ce point-là. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ces recherches.